Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Comme je l'ai déjà annoncé la semaine dernière, ce soir nous parlerons de troubles de la thyroïde. Cette glande située à la base du cou et qui produit des hormones essentielles au bon fonctionnement de nombreux organes vitaux à tous les âges de la vie. Mais parfois ce chef d'orchestre déraille, donnant un rythme trop rapide ou trop lent à l'organisme, provoquant un mal-être qui peut se manifester par des troubles du rythme cardiaque, des troubles digestifs, des troubles du sommeil ou de la libido. Si vous souffrez de ce genre de symptômes, vous devriez consulter car cela peut révéler un problème thyroïdien. Pour reconnaître cette maladie et vous mettre sur le chemin de la prise en charge, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Bouzid Aïcha. Vous êtes endocrinologue au niveau de l'hôpital Baïnem à Alger. Bonsoir. Bonsoir, très heureuse d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai également le plaisir de recevoir Dr Laifa Mohamed. Vous êtes diabétologue, vous êtes également président de la SARM, donc la Société algérienne de la recherche médicale. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors j'ai essayé un peu de schématiser dans mon introduction, expliquer un peu ce que c'est qu'une glande thyroïdienne, mais je pense que vous êtes plus à même d'expliquer ce que c'est. Alors docteur Laifa, qu'est-ce que la glande thyroïdienne et quelle est sa fonction ? Alors la glande thyroïdienne, c'est une glande, comme vous l'avez bien dit, située à la base du cou. C'est une petite glande par rapport à ses dimensions, mais une très grande et importante glande par rapport à ses effets et à son action dans l'organisme en général. Elle est petite, elle est de l'ordre de 6 à 8 cm au pas plus, avec deux lobes, un à gauche et l'autre à droite, avec un isthme qui les sépare. Elle cravate la trachée, donc elle est située dans un endroit qui est assez particulier et parfois elle est sujette à des affections, soit d'ordre tumoral, donc il y a une augmentation du volume, soit ce sont des nodules qui vont se constituer à l'intérieur. Elle sert à quoi, docteur Laifa ? Elle sert à quoi, la glande thyroïde ? Alors, la glande thyroïde, elle est comme aussi vous l'avez dit, c'est le chef d'orchestre par excellence de plusieurs autres glandes. Elle influence le métabolisme de base et elle est responsable directement au moins de la fréquence cardiaque, de la température du corps humain, de l'état psychologique. Oui. C'est pour ça que ces secteurs-là sont les premiers touchés une fois la glande est altérée ou le fonctionnement est altéré. Lorsqu'il y a un dérèglement. Quand on parle de dérèglement de la glande thyroïde, justement, professeur Bouzid, on parle d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, donc, comme l'a si bien dit Dr Laifa, donc la glande thyroïde, elle sécrète des hormones thyroïdiennes qui vont agir sur pratiquement tous les organes et les tissus. Donc, elle va stimuler certains organes. Quand il y a une production excessive, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie ou la thyrotoxicose. Donc, ces hormones sont relarguées dans l'organisme, elles vont agir sur les organes cibles, par exemple sur le cœur, ça va entraîner une tachycardie, ça va entraîner donc des palpitations, le patient va se plaindre de palpitations. Ça c'est dans l'hyperthyroïdie. Dans l'hyperthyroïdie, donc le cœur, ça va entraîner donc des palpitations, une tachycardie, l'accélération du rythme cardiaque, ça va agir aussi sur, par exemple, le tube digestif entraînant une diarrhée. Comme elle agit sur le métabolisme, donc ça va entraîner donc un amaigrissement. D'accord ? Elle agit aussi sur le système nerveux central et ça entraîne une nervosité, donc une anxiété. Donc troubles du comportement aussi. Exactement. Tous ces signes, donc symptômes qui vont être regroupés et qui vont donc constituer le syndrome de thyrotoxicose. Par contre, quand la glande, elle est emballée, il y a un emballement de la glande thyroïde, elle sécrète en excès. Maintenant, la glande peut être un peu paresseuse et ne travaille pas. Ça, c'est l'hypothyroïdie et on va voir les symptômes inverses. Au lieu d'avoir, en cas d'hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes, une hyperthyroïdie, on aura plutôt une bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement de la fréquence cardiaque. Et comme les hormones thyroïdiennes agissent sur tous les systèmes, donc nous allons avoir un ralentissement global, psychique, physique et sexuel aussi. Donc la personne sera ralentie, elle ne pourra pas vaquer assez... C'est une fatigue extrême en fait. Exactement, avec une asthénie importante. Oui. Voilà. J'ai envie de dire, on voit plus d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie au cours des consultations.
Ça dépend, mais je dirais peut-être c'est rare l'hypothyroïdie, par exemple en été, par exemple ça c'est en fonction des périodes. Mais je dirais peut-être l'hyperthyroïdie qui est plus, c'est-à-dire les malades consultent beaucoup plus pour l'hyperthyroïdie. Parce qu'elle est plus contraignante peut-être, c'est pour ça, parce qu'il y a une tachycardie. Alors l'hypothyroïdie, même le tableau clinique est peut-être fruste. Des fois, on a quelques signes, on n'a pas un tableau complet. Donc c'est vrai que, par exemple, la femme peut ne pas consulter tout de suite. Elle peut mettre du temps pour consulter. Oui. Voilà. Parce qu'on a peut-être tendance à dire que c'est normal qu'on soit fatigué ou qu'on ait des problèmes. Voilà, tout à fait. Et même quand la femme, elle prend, parce que comme en hypothyroïdie, elle prend du poids, elle ne va pas consulter tout de suite, elle sera ralentie. Et comme l'installation aussi de ces symptômes est progressive, c'est pas rapide. Oui, c'est une maladie qui met du temps à s'installer. Donc le malade, il traîne un peu pour consulter, effectivement. Oui. Et ça peut être même d'autres signes associés. Le malade peut consulter, parce que bon, les hormones thyroïdiennes aussi l'hypothyroïdie peut entraîner une anémie. Les malades peuvent consulter pour un problème d'anémie. Oui. D'autres symptômes qui sont les conséquences de... Oui, vous me tendez la perche, justement, puisque vous parlez de symptômes. Alors, quels sont les symptômes, justement, docteur Laifa, qui vont révéler un dérèglement de la glande thyroïdienne? Alors, les symptômes, comme elle l'a bien expliqué, professeur Bouzid, ce sont des symptômes. C'est le symptôme et son contraire, en fonction s'il s'agit de l'hypo ou de l'hyper. Peut-être parce que ce ne sont pas des symptômes spécifiques. C'est pour ça qu'il faudrait insister là-dessus pour que les gens puissent se reconnaître et consulter. Mais il attire l'attention. C'est un symptôme qui n'existait pas auparavant, au moins, dans un premier temps, au moins. Et puis, s'il y avait un symptôme qui existait déjà, il y a l'apparition d'autres symptômes qui n'étaient pas connus, ou qui étaient méconnus jusque-là. Et en plus, il y a un profil de patient. Donc, effectivement, ces symptômes viennent avec le temps, parce que, vous savez, même dans l'hyperthyroïdie, on commence par une hyperthyroïdie et on finit par une hypothyroïdie. Oui. Parce que la glande est touchée, donc il y a une hyper... Elle est détruite en fait à long terme, c'est ça? Exactement, et à long terme on finira à la fin, soit après un acte chirurgical, soit l'évolution de la maladie elle-même qui va fatiguer des secteurs importants de la thyroïde. Dans un premier temps, il y a, comme elle l'a dit, professeur Bouzid, c'est l'emballement, donc elle est emballée, elle sécrète énormément, plus qu'il n'en faut, donc il y a un métabolisme qui est très accéléré. Vous voyez des personnes qui mangent par exemple beaucoup et qui ne prennent pas de poids. C'est un symptôme qui peut attirer. Ce sont des personnes qui... Il y a des sensations aussi peut-être de température qui fluctuent. Absolument, parce que le métabolisme est accéléré, donc ça brûle. Ça fait pourquoi on perd du poids alors qu'on consomme beaucoup. Ça brûle énormément. Et puis il y a un trouble de l'humeur, une agitation parfois inexpliquée, une nervosité. Oui, absolument. On va voir tout ça, justement, dans un reportage. Je vais vous proposer de regarder un reportage qui revient sur cette maladie et sa prise en charge. Regardez, c'est un reportage signé Fajida Muslim. Les troubles de la glande thyroïdienne constituent un problème de santé publique, car nombreux sont ceux qui souffrent de cette pathologie. Très bien, donc vos bilans sont corrects aujourd'hui. Donc les troubles qui peuvent se voir dans cette glande, donc à savoir donc le trouble le plus fréquent donc qui est le goitre simple, donc c'est-à-dire une augmentation du volume de cette glande, donc son hypofonctionnement donc qui est l'hypothyroïdie ou son hyperfonctionnement donc qui est l'hyperthyroïdie. Donc aussi dans cette glande donc peuvent se voir des inflammations ou donc le développement de nodules ou de cancers. Certains symptômes sont plus connus que d'autres. Fatigue, prise ou perte de poids, chute de cheveux sont des signes d'alerte. Mais il existe d'autres symptômes qui révèlent un dysfonctionnement de la glande. En fait, je me sentais vraiment fatigué. J'avais mes mains qui tremblaient beaucoup, mon cœur qui battait beaucoup. À l'effort ou là... À l'effort, oui, à l'effort. Surtout quand je monte d'escalier. J'avais même mes genoux qui faisaient mal quand je marche. Je me sentais mes yeux gonflés. Et je ne dormais pas la nuit, c'était vraiment terrible. J'étais voir un médecin, il m'a donné un bilan, je l'ai fait, il m'a dit que j'ai un problème de gorge. Dépister un trouble de la thyroïde se fait par palpation et par prise de sang. L'échographie est un examen essentiel qui permet de déterminer la taille et la présence ou pas de nodules, ainsi que la prise en charge appropriée. En matière de maladie de la thyroïde, on est appelé à faire cet examen qui est un examen indispensable pour le diagnostic de cette maladie, rechercher tous les signes échographiques qui portent en faveur de ce diagnostic, mais aussi on cherche aussi des lésions à l'intérieur de cette glande. Qu'est-ce que vous voulez dire par lésion, docteur?
par lésion de stigmate de thyroïdite. C'est des signes en rapport avec l'inflammation de cette glande. Il peut s'agir d'une inflammation aiguë, c'est-à-dire qui vient de s'installer, comme il peut s'agir d'une inflammation chronique qui va durer dans le temps. Mais aussi, on cherche aussi des lésions. Qu'est-ce que ça veut dire des lésions? On cherche beaucoup plus les nodules thyroïdiens. Plus tôt dépisté son trouble thyroïdien, mieux c'est pour éviter les symptômes souvent gênants et rééquilibrer son organisme. Alors on a vu un peu les troubles de la thyroïde, notamment chez les adultes. On a parlé un peu des symptômes. J'ai envie aussi d'attirer l'attention peut-être sur la possibilité aussi de voir ça chez les tout-petits. Dès la naissance, l'hypothyroïdie par exemple congénitale peut être acquise. Alors, quels sont les symptômes justement dans ce cas précis, professeur? L'hypothyroïdie donc peut toucher tous les âges. Donc si on commence par la femme enceinte déjà, la femme enceinte, donc elle peut avoir un problème, par exemple s'il y a une carence maternelle en iode, ça peut retentir déjà sur le fœtus. Donc le nouveau-né, quand il naît en hypothyroïdie, c'est-à-dire il a une hypothyroïdie congénitale, il y a des signes qui peuvent donc normalement on ne devrait pas arriver aux symptômes, parce que normalement, il y a un dépistage qui se fait à la naissance systématiquement. Donc, il peut se faire pour un prélèvement, un simple prélèvement au bout du 3e jour de naissance. Mais il ne se fait pas. Chez nous, il ne se fait pas, mais ailleurs, il est obligatoire, il se fait. Donc, on ne passe pas à côté. Chez nous, bon, il n'est pas obligatoire, mais si le pédiatre remarque quelques signes qui peuvent attirer l'attention, par exemple, un ictère néonatal, hein, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est la jaunisse. On a tendance à dire que c'est physiologique, un ictère. Donc ça dépend. Quand il est tardif, quand il y a des symptômes, on peut avoir une hernie ombilicale chez le nouveau-né, des signes d'hypométabolisme. Donc tous ces signes devraient... Un enfant qui dort beaucoup, c'est ça? Exactement, qui ne pleure pas, hein, qui dort beaucoup, qui ne réclame pas la tétée. Donc tous ces signes devraient arrêter. Bien sûr, il faut attirer l'attention de la maman, que le bébé, quand il ne pleure pas, il ne faut pas qu'elle soit tranquille, elle se dit « je me repose ». Non, il faut qu'elle s'inquiète. On a tendance à dire que c'est un gentil bébé. Exactement. Mais il ne faut pas... Donc là, il faut attirer l'attention. Ça peut être une hypothyroïdie. Donc un enfant qui pleure peu, qui ne réagit pas, là, il faut consulter. La maman doit le faire examiner. Mais de toute façon, l'examen néonatal se fait systématiquement par un pédiatre néonate. Donc déjà à l'examen, il peut se rendre compte, il demande systématiquement le bilan. Donc ça, c'est l'hypothyroïdie de l'enfant. Aussi, on peut avoir un goitre à la naissance, qu'on peut voir même en échographie, en intra-utérin. Donc ça peut se... Maintenant, l'enfant plus grand. L'enfant plus grand peut présenter un goitre, peut présenter une hypothyroïdie, les signes dont on a parlé. À partir de quel âge, professeur? Tous les âges, hein, ça touche tous les âges. Mais pour l'enfant... Comme les hormones thyroïdiennes agissent sur la croissance, donc nous allons avoir un retard de croissance. Donc l'enfant ne va pas grandir et on va avoir un retard de l'âge osseux. Si on fait une radio de l'âge osseux, on va s'apercevoir d'un retard de l'âge osseux. Donc un retard de croissance... Si vous permettez, professeur, peut-être pour attirer justement l'attention des gens, justement par rapport au nouveau-né, le risque aussi est d'avoir un retard cognitif. Quand on ne détecte pas cette hypothyroïdie à la naissance. Vous avez tout à fait raison, parce que les hormones thyroïdiennes, parce que c'est vrai que j'ai parlé des signes, alors le plus important, comme le système nerveux central se développe en intra-utérin et les 3 premières années de la vie, ce développement du système nerveux a absolument besoin d'hormones thyroïdiennes. Donc en cas de carence, que ce soit en iode ou ça va se traduire par donc la carence en hormones thyroïdiennes, ça va retentir sur le développement du système nerveux. Et entre autres, ça va entraîner un retard mental. Qui est irréversible si on ne traite pas. Donc le diagnostic précoce est très important pour traiter précocement. En l'absence de traitement, surtout les premiers mois de traitement, ça va entraîner un retard mental, alors que ce traitement, donc maintenant on ne voit plus de retard mental secondaire parce que l'hypothyroïdie est dépistée. Ailleurs on ne la voit plus parce qu'il y a un dépistage et ça serait la première, cause qu'on guérit par le traitement, de cause de retard mental. Justement, on va revenir sur les causes justement peut-être de cette maladie qui ne sont pas vraiment cernées. On parle de maladies auto-immunes, on parle de terrain génétique, comme par exemple le cas de l'hypothyroïdie congénitale. Quelles sont les causes qui sont aujourd'hui pointées du doigt?
Alors, dans les cas des enfants, généralement, il y a un déficit quand il s'agit de pathologies néonatales ou congénitales carrément. Donc, c'est un déficit qui a dû parce que alors, l'embryon, il commence à fabriquer sa glande à partir de 9e, 10e semaine. Mais c'est ça, c'est la constitution de la glande. Mais il va compter sur l'apport iodé de sa maman pratiquement jusqu'à la naissance. S'il y a un apport qui est déjà déficitaire, probablement ça va l'influencer. Donc, c'est une hypothyroïdie due à une carence, donc, dans un premier temps. Maintenant, pour un âge beaucoup plus avancé, si on parle à partir de 5 ans, 6 ans et autres, en général, elle rentre dans le cadre des pathologies auto-immunes. Donc, ce sont des anticorps qui sont fabriqués et qui sont contre qui attaqueront la glande. Qui attaquent la glande, ils ne la reconnaissent plus, donc elle est attaquée et donc le fonctionnement est perturbé. Et à ce moment-là, il y a aussi des symptômes, juste pour compléter ce qu'elle a dit professeur Bouzid, elle a bien expliqué. Mais attention, ces symptômes-là ne peuvent pas venir tous à la fois. Donc, ce n'est pas parce si on n'a pas ces symptômes-là, tous, on n'a pas à s'inquiéter. Au contraire, il peut y avoir un symptôme qui domine la symptomatologie en général, et ceci est différent d'un enfant à un autre. Et puis, ce sont des symptômes à intensité aussi différente d'un enfant à un autre. Et ça peut commencer uniquement, par exemple, chez un enfant, par un fléchissement scolaire. Donc, il n'étudie pas, il est fatigué, il rentre, il ouvre le livre, il n'a plus envie. Et parce qu'il est fatigué, parce qu'il ne peut même pas jouer, il ne peut même pas faire ceci et cela. Donc, c'est une activité, c'est un genre de renversement de situation par rapport à un état qui était connu pour cet enfant. Donc, ce sont des éléments qui doivent attirer l'attention des parents afin d'identifier les causes et bien sûr commencer un traitement. Peut-être justement pour revenir un peu sur les causes, alors on a parlé de terrain génétique, on a parlé de maladies auto-immunes. Aujourd'hui, cette maladie connaît une explosion de par le monde. On remet en cause aussi les perturbateurs endocriniens. Effectivement, actuellement ils sont incriminés. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Qu'on trouve partout dans notre alimentation. Tout à fait. Il y a même, par exemple, dans l'alimentation, on peut trouver des produits qui sont goitrigènes. Qui peuvent des thiocyanate, par exemple dans les navets, dans les pesticides, les résidus de pesticides. Les pesticides aussi, effectivement, ils ont été incriminés maintenant, les perturbateurs, que ce soit pour la thyroïde et d'autres pathologies endocriniennes aussi, même dans le développement pubertaire et pas mal d'autres pathologies. Alors on a dit que pour les enfants, il est très important de détecter cette pathologie précocement pour éviter par exemple des retards de croissance ou des retards de développement cognitif. Pour les adultes, un diagnostic précoce, il est important aussi. Est-ce qu'il va nous mettre sur un chemin de guérison, par exemple? Très bien. Donc, vous avez bien fait de passer de l'enfant à l'adulte. Alors, chez l'adulte, que ce soit l'hyper ou l'hypothyroïdie, ça peut entraîner, si je prends par exemple l'hyperthyroïdie, si elle n'est pas diagnostiquée à temps, et d'autant plus que le sujet âgé, des fois, c'est un tableau très fruste, ça peut se compliquer. Donc, nous allons assister à des complications. Le patient ne va pas consulter juste pour des petits signes d'hyperthyroïdie, mais plutôt pour des signes cardiovasculaires. L'hyperthyroïdie à long terme, notamment c'est le sujet âgé qui est des fois fragilisé, peut entraîner une cardiothéréose, c'est-à-dire c'est des complications cardiovasculaires, ça peut aller même une insuffisance cardiaque. Donc on peut passer à côté des signes d'hyperthyroïdie, le malade va voir le cardiologue pour une décompensation cardiaque, une insuffisance cardiaque, donc dyspnée, des œdèmes des membres. Le cardiologue il va examiner, bien sûr les cardiologues, ils connaissent maintenant la pathologie, ils connaissent très bien la pathologie thyroïdienne, quand ils trouvent des palpitations, ils demandent le bilan et une fois, donc il nous oriente le malade. Donc on peut avoir des complications cardiovasculaires sur le sujet âgé. Chez l'enfant, vous avez parlé, même l'adolescent, on peut avoir des troubles psychiques. Le patient va consulter pour un problème psychique, c'est le psychiatre. J'allais vous poser la question, j'allais vous dire, est-ce qu'on peut faire justement une dépression à cause d'un trouble de la thyroïde, puisque l'humeur, il y a des troubles de l'humeur, il y a des gens qui sont complètement déprimés, des gens qui pleurent pour un rien. Oui. Alors, généralement, il y a un terrain de prédisposition.
La thyroïde agit, on avait dit tout à l'heure dès le départ, qu'elle agit sur les systèmes nerveux. Mais généralement, il y a un terrain de fragilité, de prédisposition, et ça peut entraîner, sur un terrain fragile comme ça peut entraîner effectivement des troubles psychiques allant de l'anxiété, de simple anxiété, jusqu'à la dépression, des crises maniaco-dépressives, donc vraiment des troubles. Ça peut aller jusqu'à malade, peut consulter en psychiatrie. Oui. Et c'est le psychiatre, bien sûr, une fois qu'il examine le patient, et d'autres signes qui attirent l'attention, malade qui est nerveux, qui a des palpitations, quelques signes. Donc là, il suspecte le problème thyroïdien, et très fréquemment, ce malade ne sont orientés par le psychiatre. Il va vous l'envoyer. Tout à fait. Tout à fait. On est là pour le... Oui, alors on arrive un peu au traitement, docteur Laifa. Les traitements, on va dire un peu, en gros, que la médecine est un peu en échec devant cette maladie, puisque les traitements ne sont pas curatifs. Ce sont des traitements de substitution, c'est ça, qui vont améliorer la qualité de vie, mais qui ne vont pas assurer une guérison. Alors, échec, je dois rester relatif, parce que, attention, là, c'est une exception par rapport aux autres glandes. Il n'y a pas une glande qu'on peut l'enlever et le changer par des comprimés seulement. Il n'y a pas une autre. Hein. Donc, les glandes... Quand je dis en échec, ça veut dire qu'on ne guérit pas de cette maladie. Ah oui, ça c'est une évidence. Bon, on ne guérit pas, mais on a la substitution pratiquement totale. Hein. Donc, la glande thyroïde, elle fabrique des hormones thyroïdiennes qui sont T3 et T4. Ces hormones, on peut les substituer par des comprimés à des dosages adaptés, régulièrement révisés, en fonction de la réponse aux besoins, parce qu'elle est pratiquement, c'est un traitement individuel à chacun. Donc, on peut avoir le même âge et le même poids et avoir besoin du double de la dose. Hein. Donc, ce n'est pas un traitement qui doit être efficace pour tous. Mais en matière de rentabilité, en matière d'état physique, il y a pratiquement un rétablissement total par rapport aux symptômes et par rapport, ce n'est pas un équilibre qui est très fragile, par exemple. Dans le cas des autres, par exemple, vous voyez par exemple le diabète, l'insuline est une hormone et on peut substituer le diabète, mais on a toujours des fluctuations, on a des hypos, des hyper. Ce n'est pas le cas dans la thyroïde. C'est un traitement à vie, docteur Laifa? C'est un traitement pratiquement à vie. Dans les deux cas, dans l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie? Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord en disant que c'est un échec. Ce n'est pas tout à fait. Oui. Parce que quand on dit un échec, c'est quand même ce patient, une fois traité, la qualité de vie est tout à fait normale. C'est comme un sujet normal. Il faut, bien sûr, pour assurer ça, il faut un diagnostic précoce et un traitement bien conduit. C'est vrai que la pathologie thyroïdienne, c'est une pathologie à vie. Donc, si c'est une hypothyroïdie, c'est très simple, il n'y a pas de boîte, il faut juste substituer. C'est-à-dire, le manque de traitement... va être remplacé par voilà, on va le remplacer. Maintenant, si c'est l'hyperthyroïdie, d'abord, il faut voir l'étiologie. Alors, dans l'hyperthyroïdie, on n'a pas parlé des causes de l'hyperthyroïdie, c'est notamment, la plus fréquente étant la maladie de Basedow. Donc, c'est une maladie auto-immune aussi. Auto-immune, tout à fait, qui va entraîner un goitre. Ça peut entraîner d'autres symptômes, les signes d'hyperthyroïdie, et ça peut entraîner des signes ophtalmologiques. Donc là aussi, le patient peut consulter pour une saillie du globe oculaire, ce qu'on appelle l'exophtalmie. De son orbite, c'est ça? Tout à fait. Donc la saillie de l'orbite, ce qu'on appelle l'exophtalmie, et ce patient peut consulter en ophtalmo. Donc il y a quelques signes d'hyperthyroïdie et c'est l'ophtalmo qui va. Alors dans ce cas, dans l'hyperthyroïdie, si c'est un goitre diffus, tout simple, et une jeune fille, c'est parce que le plus souvent c'est la femme. C'est 90%. La femme et la femme jeune. Oui. Donc si c'est une petite glande qui n'est pas très augmentée de volume, on peut traiter médicalement, généralement pour une première poussée, un traitement de 18 mois à 2 ans. Et le malade peut être rétabli, il peut rentrer en rémission. Et bien sûr, comme il y a un risque de récidive, je vous ai dit, c'est une maladie chronique à vie, donc le malade doit rester en contact de son médecin. Il ne doit pas dire, ça y est, je suis guéri, je ne fais pas mon contrôle. Régulier. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Quand est-ce qu'on a recours à la chirurgie dans cette maladie, docteur Laifa? Est-ce qu'on peut vivre normalement, parce que les gens posent souvent cette question, est-ce qu'on peut vivre normalement sans une glande thyroïdienne? Oui. Dans l'absolu, oui. Reste la chirurgie, ce sont des indications très précises, soit par rapport à une augmentation d'un volume d'un goitre qui aura un effet compressif sur les organes satellites, sur la trachée. On peut avoir une dysphonie, on peut avoir une dysphagie, c'est-à-dire difficulté à déglutir, difficulté à parler, des signes de compression. Et là, donc, c'est un volume en plus. Et là, bien sûr, on ne peut enlever cette glande, ou bien on remarque ce qu'on appelle des nodules.
Et on va classer ces nodules en fonction de la suspicion de l'installation d'un cancer. Mais ça n'a pas de rapport avec le dérèglement de la glande thyroïdienne. Ce sont des maladies différentes. Mais si. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut avoir des nodules sans avoir une hypo ou une hyper. Absolument. Mais en général, vous posez la question par rapport à l'acte opératoire. Quand est-ce qu'il vient, l'acte opératoire? Parce que dans les deux cas, même si vous n'avez pas une hypo ou bien une hyperthyroïdie, si on vous enlève votre thyroïde, vous allez certainement tomber dans l'hypo. Et certainement, vous allez avoir un traitement à vie aussi. Même si auparavant, bien avant l'acte, vous n'étiez pas obligé de prendre des médicaments parce que les hormones étaient correctes. Mais par la suite, parce qu'il y a un autre risque qui n'est pas très grand, il faut dire, parce que 5% uniquement des nodules qui sont qui sont suspects, on les classe dans les formes, dans l'imagerie, c'est ce qu'on appelle classement Euthyrate, c'est en fonction de leur vascularisation et et aussi en fonction de leur volume. Au-delà de 1 cm, on commence à ça devient suspect et on doit... généralement, c'est un cancer qui guérit très bien après l'ablation. Exactement, exactement. Une espérance de vie qui est quasi normale. Quasiment, pratiquement normale, si une fois détecté à temps et ne pas être négligé par rapport à l'évolution de la maladie. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Je sais qu'il reste beaucoup de choses à dire sur cette maladie, mais le temps de l'émission n'étant pas extensible, je suis obligée de rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous revois samedi prochain. Bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.